Chapitre 41. Le lendemain, jeudi 27 août, fut une date célèbre de ce voyage subterrestre. Elle ne me revient pas à l'esprit sans que l'épouvante ne fasse encore battre mon cœur. À partir de ce moment, notre raison, notre jugement, notre ingéniosité n'ont plus voix au chapitre, et nous allons devenir le jouet des phénomènes de la Terre. À 6 heures, nous étions sur pied. Le moment approchait de frayer par la poudre un passage à travers l'écorce de granit. Je sollicitais l'honneur de mettre le feu à la mine. Cela fait, je devais rejoindre mes compagnons sur le radeau qui n'avait point été déchargé, puis nous prendrions du large, afin de parer au danger de l'explosion dont les effets pouvaient ne pas se concentrer à l'intérieur du massif. La mèche devait brûler pendant 10 minutes, selon nos calculs, avant de porter le feu à la chambre des poudres. J'avais donc le temps nécessaire pour regagner le radeau. Je me préparais à remplir mon rôle, non sans une certaine émotion. Après un repas rapide, mon oncle et le chasseur s'embarquèrent, tandis que je restais sur le rivage. J'étais muni d'une lanterne allumée qui devait me servir à mettre le feu à la mèche. « Va, mon garçon, me dit mon oncle, et reviens immédiatement nous rejoindre. »« Soyez tranquille, répondis-je, je ne m'amuserai point en route. » Aussitôt je me dirigeai vers l'orifice de la galerie, j'ouvris ma lanterne, et je saisis l'extrémité de la mèche. Le professeur tenait son chronomètre à la main. « Es-tu prêt » me cria-t-il. « Je suis prêt. Eh bien, feu, mon garçon !» Je plongeai rapidement dans la flamme la mèche qui pétilla à son contact, et tout courant je revins au rivage. « Embarque, fit mon oncle, et débordons !» Hans, d'une vigoureuse poussée, nous rejeta en mer. Le radeau s'éloigna d'une vingtaine de toises. C'était un moment palpitant. Le professeur suivait de l'œil l'aiguille du chronomètre. « Encore 5 minutes, disait-il. Encore 4, encore 3. Mon pouls battait des demi-secondes. Encore 2, 1. Croulez, montagne de granit! Que se passa-t-il alors? Le bruit de la détonation, je crois que je ne l'entendis pas, mais la forme des rochers se modifia subitement à mes regards. Ils s'ouvrirent comme un radeau. J'aperçus un insondable abîme qui se creusait en plein rivage. La mer, prise de vertige, ne fut plus qu'une vague énorme, sur le dos de laquelle le radeau s'éleva perpendiculairement. Nous fûmes renversés tous les trois. En moins d'une seconde, la lumière fit place à la plus profonde obscurité. Puis je sentis l'appui solide manquer, non à mes pieds, mais au radeau. Je crus qu'il coulait à pic. Il n'en était rien. J'aurais voulu adresser la parole à mon oncle, mais le mugissement des eaux l'eût empêché de m'entendre. Malgré les ténèbres, le bruit, la surprise, l'émotion, je compris ce qui venait de se passer. Au-delà du roc qui venait de sauter, il existait un abîme. L'explosion avait déterminé une sorte de tremblement de terre dans ce sol coupé de fissures. Le gouffre s'était ouvert, et la mer, changée en torrent, nous y entraînait avec elle. Je me sentis perdu. 1 heure, 2 heures, que sais-je, se passèrent ainsi. Nous nous serrions les coudes, nous nous tenions les mains afin de n'être pas précipités hors du radeau. Des chocs d'une extrême violence se produisaient quand ils heurtaient la muraille. Cependant ces heurts étaient rares, d'où je conclus que la galerie s'élargissait considérablement. C'était, à n'en pas douter, le chemin de Saknussemm, mais au lieu de le descendre seuls, nous avions par notre imprudence entraîné toute une mer avec nous. Ces idées, on le comprend, se présentèrent à mon esprit sous une forme vague et obscure. Je les associais difficilement pendant cette course vertigineuse qui ressemblait à une chute. À en juger par l'air qui me fouettait le visage, elle devait surpasser celle des trains les plus rapides. Allumer une torche dans ces conditions était donc impossible et notre dernier appareil électrique avait été brisé au moment de l'explosion. Je fus donc fort surpris de voir une lumière briller tout à coup près de moi. La figure calme de Hans s'éclaira. L'adroit chasseur était parvenu à allumer la lanterne, et bien que sa flamme vacillât à s'éteindre, elle jeta quelques lueurs dans l'épouvantable obscurité. La galerie était large. J'avais eu raison de la juger telle. L'insuffisante lumière ne nous permettait pas d'apercevoir ces 2 murailles à la fois. La pente des eaux qui nous emportait dépassait celle des plus insurmontables rapides de l'Amérique. Leur surface semblait faite d'un faisceau de flèches liquides décochées avec une extrême puissance. Je ne puis rendre mon impression par une comparaison plus juste. Le radeau, pris par certains remous, filait parfois en tournoyant. Lorsqu'il s'approchait des parois de la galerie, j'y projetais la lumière de la lanterne, et je pouvais juger de sa vitesse à voir les saillies du roc se changer en traits continus, de telle sorte que nous étions enserrés dans un réseau de lignes mouvantes. J'estimais que notre vitesse devait atteindre 30 lieues à l'heure. Mon oncle et moi nous regardions d'un œil hagard, accotés au tronçon du mât, qui au moment de la catastrophe s'était rompu net. Nous tournions le dos à l'air afin de ne pas être étouffés par la rapidité d'un mouvement que nulle puissance humaine ne pouvait enrayer.
Cependant les heures s'écoulaient. La situation ne changeait pas, mais un incident vint la compliquer. En cherchant à mettre un peu d'ordre dans la cargaison, je vis que la plus grande partie des objets embarqués avait disparu au moment de l'explosion, lorsque la mer nous assaillit si violemment. Je voulus savoir exactement à quoi m'en tenir sur nos ressources, et la lanterne à la main, je commençai mes recherches. De nos instruments, il ne restait plus que la boussole et le chronomètre. Les échelles et les cordes se réduisaient en un bout de câble enroulé autour du tronçon de mât. Pas une pioche, pas un pic, pas un marteau. Et malheur irréparable, nous n'avions de vivre que pour un jour. Je fouillais les interstices du radeau, les moindres coins formés par les poutres et la jointure des planches. Rien. Nos provisions consistaient uniquement en un morceau de viande sèche et quelques biscuits. Je regardais d'un air stupide, je ne voulais pas comprendre. Et cependant de quel danger me préoccupais-je? Quand les vivres eussent été suffisants pour des mois, pour des années, comment sortir des abîmes où nous entraînait cet irrésistible torrent? À quoi bon craindre les tortures de la faim, quand la mort s'offrait déjà sous tant d'autres formes? Mourir d'inanition, est-ce que nous en aurions le temps? Pourtant, par une inexplicable bizarrerie de l'imagination, j'oubliais le péril immédiat pour les menaces de l'avenir qui m'apparurent dans toute leur horreur. D'ailleurs, peut-être pourrions-nous échapper aux fureurs du torrent et revenir à la surface du globe. Comment? Je l'ignore. Où? Qu'importe. Une chance sur 1000 est toujours une chance, tandis que la mort par la faim ne nous laissait d'espoir dans aucune proportion, si petite qu'elle fût. La pensée me vint de tout dire à mon oncle, de lui montrer à quel dénuement nous étions réduits, et de faire l'exact calcul du temps qui nous restait à vivre. Mais j'eus le courage de me taire, je voulais lui laisser tout son sang-froid. En ce moment, la lumière de la lanterne baissa peu à peu et s'éteignit entièrement. La mèche avait brûlé jusqu'au bout. L'obscurité redevint absolue. Il ne fallait plus songer à dissiper ces impénétrables ténèbres. Il restait encore une torche, mais elle n'aurait pu se maintenir allumée. Alors, comme un enfant, je fermai les yeux pour ne pas voir toute cette obscurité. Après un laps de temps assez long, la vitesse de notre course redoubla. Je m'en aperçus à la réverbération de l'air sur mon visage. La pente des eaux devenait excessive. Je crois véritablement que nous ne glissions plus. Nous tombions. J'avais en moi l'impression d'une chute presque verticale. La main de mon oncle et celle de Hans, cramponnées à mes bras, me retenaient avec vigueur. Tout à coup, après un temps inappréciable, je ressentis comme un choc. Le radeau n'avait pas heurté un corps dur, mais il s'était subitement arrêté dans sa chute. Une trompe d'eau, une immense colonne liquide s'abattit à sa surface. Je fus suffoqué, je me noyais. Cependant cette inondation soudaine ne dura pas. En quelques secondes, je me retrouvai à l'air libre que j'aspirais à plein poumon. Mon oncle et Hans me serraient le bras à le briser, et le radeau nous portait encore tous les trois. Chapitre 42. Je suppose qu'il devait être alors 10 heures du soir. Le premier de mes sens qui fonctionna, après ce dernier assaut, fut le sens de l'ouïe. J'entendis presque aussitôt, car ce fut acte d'audition véritable, j'entendis le silence se faire dans la galerie et succéder à ces mugissements qui depuis de longues heures remplissaient mon oreille. Enfin ces paroles de mon oncle m'arrivèrent comme un murmure. « Nous montons !»« Que voulez-vous dire » m'écriai-je. « Oui, nous montons, nous montons !» J'étendis le bras, je touchai la muraille. Ma main fut mise en sang. Nous remontions avec une extrême rapidité. « La torche! La torche !» s'écria le professeur. Hans, non sans difficulté, parvint à l'allumer, et la flamme, se maintenant de bas en haut malgré le mouvement ascensionnel, jeta assez de clarté pour éclairer toute la scène. « C'est bien ce que je pensais, » dit mon oncle. « Nous sommes dans un puits étroit, qui n'a pas 4 toises de diamètre. L'eau, arrivée au fond du gouffre, reprend son niveau et nous remonte avec elle. Où? Je l'ignore, mais il faut se tenir prêt à tout événement. Nous montons avec une vitesse que j'évalue à 2 toises par seconde, soit 120 toises par minute, ou plus de 3 lieues et demie à l'heure. De ce train-là, on fait du chemin. Oui, si rien ne nous arrête. Si ce puits a une issue, mais s'il est bouché, si l'air se comprime peu à peu sous la pression de la colonne d'eau, si nous allons être écrasés. Axel, répondit le professeur avec un grand calme, la situation est presque désespérée. Mais il y a quelques chances de salut, et ce sont celles-là que j'examine. Si à chaque instant nous pouvons périr, à chaque instant nous pouvons être sauvés. Soyons donc en mesure de profiter des moindres circonstances. Mais que faire? Réparer nos forces, en mangeant. À ces mots, je regardai mon oncle d'un œil hagard. Ce que je n'avais pas voulu avouer, il fallait enfin le dire. Manger? Répétai-je. Oui, sans retard. Le professeur ajouta quelques mots en danois. Hans secoua la tête. Quoi? S'écria mon oncle. Nos provisions sont perdues?
Oui, voilà ce qui reste de vivre. Un morceau de viande sèche, pour nous trois. Mon oncle me regardait sans vouloir comprendre mes paroles. Eh bien, dis-je, croyez-vous encore que nous puissions être sauvés? Ma demande n'obtint aucune réponse. Une heure se passa, je commençais à éprouver une faim violente, mes compagnons souffraient aussi, et pas un de nous n'osait toucher à ce misérable reste d'aliments. Cependant nous montions toujours avec une extrême rapidité, parfois l'air nous coupait la respiration comme aux aéronautes dont l'ascension est trop rapide. Mais si ceux-ci éprouvent un froid proportionnel à mesure qu'ils s'élèvent dans les couches atmosphériques, nous subissions un effet absolument contraire. La chaleur s'accroissait d'une inquiétante façon, et devait certainement atteindre en ce moment 40 degrés. Que signifiait un pareil changement? Jusqu'alors les faits avaient donné raison aux théories de Davy et de Lindenbrock. Jusqu'alors, des conditions particulières de roches réfractaires, d'électricité, de magnétisme avaient modifié les lois générales de la nature, en nous faisant une température modérée, car la théorie du feu central restait à mes yeux la seule vraie, la seule explicable. Allions-nous revenir à un milieu où ces phénomènes s'accomplissaient dans toute leur rigueur et dans lequel la chaleur réduisait les roches à un complet état de fusion? Je le craignais, et je dis au professeur: si nous ne sommes pas noyés ou brisés, si nous ne mourons pas de faim, il nous reste toujours la chance d'être brûlés vifs. Il se contenta de hausser les épaules et retomba dans ses réflexions. Une heure s'écoula, et sauf un léger accroissement dans la température, aucun incident ne modifia la situation. Enfin mon oncle rompit le silence. Voyons, dit-il, il faut prendre un parti. Prendre un parti? Répliquai-je. Oui, il faut réparer nos forces. Si nous essayons, en ménageant ce reste de nourriture, de prolonger notre existence de quelques heures, nous serons faibles jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à la fin qui ne se fera pas attendre. Eh bien, qu'une chance de salut se présente, qu'un moment d'action soit nécessaire, où trouverons-nous la force d'agir si nous nous laissons affaiblir par l'inanition? Eh, mon oncle, ce morceau de viande dévoré, que nous restera-t-il? Rien, Axel, rien. Mais te nourrira-t-il davantage à le manger des yeux? Tu fais là des raisonnements d'un homme sans volonté, d'un être sans énergie. Ne l'espérez-vous donc pas? M'écriai-je avec irritation. Non, répliqua fermement le professeur. Quoi? Vous croyez encore à quelque chance de salut? Oui, certes oui, et tant que son cœur bat, tant que sa chair palpite, je n'admets pas qu'un être doué de volonté laisse en lui place au désespoir. Quelles paroles! L'homme qui les prononçait en de pareilles circonstances était certainement d'une trempe peu commune. Enfin, dis-je, que prétendez-vous faire? Manger ce qui reste de nourriture jusqu'à la dernière miette et réparer nos forces perdues. Ce repas sera notre dernier, soit, mais au moins, au lieu d'être épuisés, nous serons redevenus des hommes. Eh bien, dévorons, m'écriai-je. Mon oncle prit le morceau de viande et les quelques biscuits échappés au naufrage. Il fit 3 portions égales et les distribua. Cela donnait environ 1 livre d'aliments pour chacun. Le professeur mangea avidement, avec une sorte d'emportement fébrile. Moi, sans plaisir, malgré ma faim, presque avec dégoût. Hans, tranquillement, modérément, mâchant sans bruit de petites bouchées, les savourant avec le calme d'un homme que les soucis de l'avenir ne pouvaient inquiéter. Il avait, en furetant bien, retrouvé une gourde à demi pleine de genièvre. Il nous l'offrit, et cette bienfaisante liqueur eut le pouvoir de me ranimer un peu. Forträfflich, dit Hans en buvant à son tour. Excellente, riposta mon oncle. J'avais repris quelque espoir, mais notre dernier repas venait d'être achevé, il était alors 5 heures du matin. L'homme est ainsi fait, que sa santé est un effet purement négatif. Une fois le besoin de manger satisfait, on se figure difficilement les horreurs de la faim. Il faut les éprouver pour les comprendre. Aussi, au sortir d'un long jeûne, quelques bouchées de biscuits et de viande triomphèrent de nos douleurs passées. Cependant, après ce repas, chacun se laissa aller à ses réflexions. À quoi songeait Hans, cet homme de l'extrême Occident que dominait la résignation fataliste des Orientaux? Pour mon compte, mes pensées n'étaient faites que de souvenirs, et ceci me ramenait à la surface de ce globe que je n'aurais jamais dû quitter. La maison de Königstrasse, ma pauvre Graüben, la bonne Marthe, passèrent comme des visions devant mes yeux, et dans les grondements lugubres qui couraient à travers le massif, je croyais surprendre le bruit des cités de la terre. Pour mon oncle, toujours à son affaire, la torche à la main, il examinait avec attention la nature des terrains, il cherchait à reconnaître sa situation par l'observation des couches superposées. Ce calcul, ou mieux cette estime, ne pouvait être que fort approximative, mais un savant est toujours un savant, quand il parvient à conserver son sang-froid, et certes le professeur Lindenbrock possédait cette qualité à un degré peu ordinaire.
Je l'entendais murmurer des mots de la science géologique. Je les comprenais. Et je m'intéressais malgré moi à cette étude suprême. Granit éruptif, disait-il. Nous sommes encore à l'époque primitive. Mais nous montons, qui sait? Qui sait? Il espérait toujours. De sa main, il tâtait la paroi verticale et quelques instants plus tard, il reprenait ainsi. Voilà les gneiss. Voilà les micachistes. Bon, à bientôt les terrains de l'époque de transition, et alors? Que voulait dire le professeur? Pouvait-il mesurer l'épaisseur de l'écorce terrestre suspendue sur notre tête? Possédait-il un moyen quelconque de faire ce calcul? Non, le manomètre lui manquait, et nulle estime ne pouvait le suppléer. Cependant la température s'accroissait dans une forte proportion, et je me sentais baigné au milieu d'une atmosphère brûlante. Je ne pouvais la comparer qu'à la chaleur renvoyée par les fourneaux d'une fonderie à l'heure des coulées. Peu à peu, Hans, mon oncle et moi, nous avions dû quitter nos vestes et nos gilets. Le moindre vêtement devenait une cause de malaise, pour ne pas dire de souffrance. Montons-nous donc vers un foyer incandescent, m'écriai-je à un moment où la chaleur redoublait. Non, répondit mon oncle, c'est impossible, c'est impossible. Cependant, dis-je en tâtant la paroi, cette muraille est brûlante. Au moment où je prononçais ces paroles, ma main avait effleuré l'eau, je dus la retirer au plus vite. L'eau est brûlante, m'écriai-je. Le professeur, cette fois, ne répondit que par un geste de colère. Alors une invincible épouvante s'empara de mon cerveau et ne la quitta plus. J'avais le sentiment d'une catastrophe prochaine, et telle que la plus audacieuse imagination n'aurait pu la concevoir. Une idée d'abord vague et incertaine se changeait en certitude dans mon esprit. Je la repoussai, mais elle revint avec obstination. Je n'osais la formuler. Cependant quelques observations involontaires déterminèrent ma conviction. À la lueur douteuse de la torche, je remarquai des mouvements désordonnés dans les couches granitiques. Un phénomène allait évidemment se produire, dans lequel l'électricité jouait un rôle. Puis cette chaleur excessive, cette eau bouillante. Je voulus observer la boussole. Elle était affolée. Chapitre 43. Oui, affolée. L'aiguille sautait d'un pôle à l'autre avec de brusques secousses, parcourait tous les points du cadran et tournait comme si elle eût été prise de vertige. Je savais bien que d'après les théories les plus acceptées, l'écorce minérale du globe n'est jamais dans un état de repos absolu. Les modifications amenées par la décomposition des matières internes, l'agitation provenant des grands courants liquides, l'action du magnétisme, tendent à l'ébranler incessamment, alors même que les êtres disséminés à sa surface ne soupçonnent pas son agitation. Ce phénomène ne m'aurait donc pas autrement effrayé, ou du moins il n'eût pas fait naître dans mon esprit une idée terrible. Mais d'autres faits, certains détails sui generis, ne purent me tromper plus longtemps. Les détonations se multipliaient avec une effrayante intensité. Je ne pouvais les comparer qu'au bruit que ferait un grand nombre de chariots entraînés rapidement sur le pavé. C'était un tonnerre continu. Puis la boussole affolée, secouée par les phénomènes électriques, me confirmait dans mon opinion. L'écorce minérale menaçait de se rompre, les massifs granitiques de se rejoindre, la fissure de se combler, le vide de se remplir, et nous, pauvres atomes, nous allions être écrasés dans cette formidable étreinte. Mon oncle, m'écriai-je, nous sommes perdus. Quelle est cette nouvelle terreur? Me répondit-il avec un calme surprenant. Qu'as-tu donc? Ce que j'ai? Observez ces murailles qui s'agitent, ce massif qui se disloque, cette chaleur torride, cette eau qui bouillonne, ces vapeurs qui s'épaississent, cette aiguille folle, tous les indices d'un tremblement de terre. Mon oncle secoua doucement la tête. Un tremblement de terre, dit-il. Oui. Mon garçon, je crois que tu te trompes. Quoi? Vous ne reconnaissez pas les symptômes? D'un tremblement de terre? Non. J'attends mieux que cela. Que voulez-vous dire? Une éruption, Axel. Une éruption, dis-je. Nous sommes dans la cheminée d'un volcan en activité? Je le pense, dit le professeur en souriant, et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux. De plus heureux? Mon oncle était-il donc devenu fou? Que signifiaient ces paroles? Pourquoi ce calme et ce sourire? Comment, m'écriai-je, nous sommes pris dans une éruption. La fatalité nous a jetés sur le chemin des laves incandescentes, des roches en feu, des eaux bouillonnantes, de toutes les matières éruptives. Nous allons être repoussés, expulsés, rejetés, vomis, expectorés dans les airs avec les quartiers des rocs, les pluies de cendres et de scories, dans un tourbillon de flammes, et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux. Oui, répondit le professeur en me regardant par-dessus ses lunettes, car c'est la seule chance que nous ayons de revenir à la surface de la terre.
Je passe rapidement sur les 1000 idées qui se croisèrent dans mon cerveau. Mon oncle avait raison, absolument raison, et jamais il ne me parut ni plus audacieux ni plus convaincu qu'en ce moment où il attendait et supputait avec calme les chances d'une éruption. Cependant, nous montions toujours. La nuit se passa dans ce mouvement ascensionnel, les fracas environnants redoublaient, j'étais presque suffoqué, je croyais toucher à ma dernière heure, et pourtant, l'imagination est si bizarre que je me livrais à une recherche véritablement enfantine. Mais je subissais mes pensées, je ne les dominais pas. Il était évident que nous étions rejetés par une poussée éruptive. Sous le radeau, il y avait des eaux bouillonnantes, et sous ces eaux toute une pâte de lave, un agrégat de roches qui au sommet du cratère se disperserait en tous sens. Nous étions donc dans la cheminée d'un volcan, pas de doute à cet égard. Mais cette fois, au lieu du Sneffels, volcan éteint, il s'agissait d'un volcan en pleine activité. Je me demandais donc quelle pouvait être cette montagne, et sur quelle partie du monde nous allions être expulsés. Dans les régions septentrionales, cela ne faisait aucun doute. Avant ces affolements, la boussole n'avait jamais varié à cet égard. Depuis le cap Saknussemm, nous avions été entraînés directement au nord pendant des centaines de lieues. Or, étions-nous revenus sous l'Islande? Devions-nous être rejetés par le cratère de l'Éclat, ou par ceux des 7 autres monts volcaniques de l'île? Dans un rayon de 500 lieues à l'ouest, je ne voyais sous ce parallèle que les volcans mal connus de la côte nord-ouest de l'Amérique. Dans l'est, un seul existait sous le 80e degré de latitude, l'Esk, dans l'île de Jean Mayen, non loin du Spitzberg. Certes, les cratères ne manquaient pas, et ils se trouvaient assez spacieux pour vomir une armée tout entière, mais lequel nous servirait d'issue, c'est ce que je cherchais à deviner. Vers le matin, le mouvement d'ascension s'accéléra. Si la chaleur s'accrut, au lieu de diminuer, aux approches de la surface du globe, c'est qu'elle était toute locale et due à une influence volcanique. Notre genre de locomotion ne pouvait plus me laisser aucun doute dans l'esprit. Une force énorme, une force de plusieurs centaines d'atmosphères, produite par les vapeurs accumulées dans le sein de la Terre, nous poussait irrésistiblement. Mais à quels dangers innombrables elle nous exposait. Bientôt des reflets fauves pénétrèrent dans la galerie verticale qui s'élargissait. J'apercevais à droite et à gauche des couloirs profonds, semblables à d'immenses tunnels d'où s'échappaient des vapeurs épaisses. Des langues de flammes en léchaient les parois en pétillant. Voyez, voyez, mon oncle, m'écriai-je. Eh bien, ce sont des flammes sulfureuses, rien de plus naturel dans une éruption. Mais si elles nous enveloppent? Elles ne nous envelopperont pas. Mais si nous étouffons? Nous n'étoufferons pas. La galerie s'élargit, et s'il le faut, nous abandonnerons le radeau pour nous abriter dans quelques crevasses. Et l'eau? L'eau montante? Il n'y a plus d'eau, Axel, mais une sorte de pâte lavique qui nous soulève avec elle jusqu'à l'orifice du cratère. La colonne liquide avait effectivement disparu pour faire place à des matières éruptives assez denses, quoique bouillonnantes. La température devenait insoutenable, et un thermomètre exposé dans cette atmosphère eût marqué plus de 70 degrés. La sueur m'inondait. Sans la rapidité de l'ascension, nous aurions été certainement étouffés. Cependant, le professeur ne donna pas suite à sa proposition d'abandonner le radeau, et il fit bien. Ces quelques poutres mal jointes offraient une surface solide, un point d'appui qui nous eût manqué partout ailleurs. Vers 8 heures du matin, un nouvel incident se produisit pour la première fois. Le mouvement ascensionnel cessa tout à coup. Le radeau demeura absolument immobile. Qu'est-ce donc? Demandai-je, ébranlé par cet arrêt subi comme par un choc. Une halte, répondit mon oncle. Est-ce l'éruption qui se calme? J'espère bien que non. Je me levai, j'essayai de voir autour de moi. Peut-être le radeau arrêté par une saillie de roc opposait-il une résistance momentanée à la masse éruptive? Dans ce cas, il fallait se hâter de le dégager au plus vite. Il n'en était rien. La colonne de cendres, de scories et de débris pierreux avait elle-même cessé de monter. Est-ce que l'éruption s'arrêterait? M'écriai-je. Ah, fit mon oncle les dents serrées. Tu le crains, mon garçon. Mais rassure-toi, ce moment de calme ne saurait se prolonger. Voilà déjà 5 minutes qu'il dure, et avant peu nous reprendrons notre ascension vers l'orifice du cratère. Le professeur, en parlant ainsi, ne cessait de consulter son chronomètre, et il devait encore avoir raison dans ses pronostics. Bientôt le radeau fut repris d'un mouvement rapide et désordonné qui dura 2 minutes à peu près, et il s'arrêta de nouveau. Bon, fit mon oncle en observant l'heure. Dans 10 minutes il se remettra en route. 10 minutes? Oui, nous avons affaire à un volcan dont l'éruption est intermittente, il nous laisse respirer avec lui. Rien n'était plus vrai. À la minute assignée, nous fûmes lancés de nouveau avec une extrême rapidité. Il fallait se cramponner aux poutres pour ne pas être rejeté hors du radeau. Puis la poussée s'arrêta.
Depuis, j'ai réfléchi à ce singulier phénomène, sans en trouver une explication satisfaisante. Toutefois, il me paraît évident que nous n'occupions pas la cheminée principale du volcan, mais bien un conduit accessoire, où se faisait sentir un effet de contre-coup. Combien de fois se reproduisit cette manœuvre, je ne saurais le dire. Tout ce que je puis affirmer, c'est qu'à chaque reprise du mouvement, nous étions lancés avec une force croissante et comme emportés par un véritable projectile. Pendant les instants de halte, on étouffait. Pendant les moments de projection, l'air brûlant me coupait la respiration. Je pensais un instant à cette volupté de me retrouver subitement dans les régions hyperboréennes par un froid de 30 degrés au-dessous de zéro. Mon imagination surexcitée se promenait sur les plaines de neige des contrées arctiques, et j'aspirais au moment où je me roulerais sur les tapis glacés du pôle. Peu à peu d'ailleurs, ma tête, brisée par ces secousses réitérées, se perdit. Sans les bras de Hans, plus d'une fois je me serais brisé le crâne contre la paroi de granit. Je n'ai donc conservé aucun souvenir précis de ce qui se passa pendant les heures suivantes. J'ai le sentiment confus de détonations continues, de l'agitation du massif, d'un mouvement giratoire dont fut pris le radeau. Il ondula sur les flots de lave au milieu d'une pluie de cendres, les flammes ronflantes l'enveloppèrent, un ouragan qu'on eût dit chassé d'un ventilateur immense activait les feux souterrains. Une dernière fois, la figure de Hans m'apparut dans un reflet d'incendie, et je n'eus plus d'autre sentiment que cette épouvante sinistre des condamnés attachés à la bouche d'un canon, au moment où le coup part et disperse leurs membres dans les airs. Chapitre 44. Quand je rouvris les yeux, je me sentis serré à la ceinture par la main vigoureuse du guide. De l'autre main, il soutenait mon oncle. Je n'étais pas blessé grièvement, mais brisé plutôt par une courbature générale. Je me vis couché sur le versant d'une montagne, à 2 pas d'un gouffre dans lequel le moindre mouvement m'eût précipité. Hans m'avait sauvé de la mort, pendant que je roulais sur les flancs du cratère. « Où sommes-nous » demanda mon oncle qui me parut fort irrité d'être revenu sur terre. Le chasseur leva les épaules en signe d'ignorance. « En Islande, dis-je. Neige, répondit Hans. Comment non s'écria le professeur. Hans se trompe, dis-je en me soulevant. Après les surprises innombrables de ce voyage, une stupéfaction nous était encore réservée. Je m'attendais à voir un cône couvert de neiges éternelles, au milieu des arides déserts des régions septentrionales, sous les pâles rayons d'un ciel polaire, au-delà des latitudes les plus élevées. Et contrairement à toutes ces prévisions, mon oncle, l'Islandais et moi, nous étions étendus à mi-flanc d'une montagne calcinée par les ardeurs du soleil qui nous dévorait de ses feux. Je ne voulais pas en croire mes regards. Mais la réelle cuisson dont mon corps était l'objet ne permettait aucun doute. Nous étions sortis à 2 minutes du cratère, et l'astre radieux auquel nous n'avions rien demandé depuis 2 mois, se montrant à notre égard prodigue de lumière et de chaleur, nous versait à flots une splendide irradiation. Quand mes yeux furent accoutumés à cet éclat dont ils avaient perdu l'habitude, je les employais à rectifier les erreurs de mon imagination. Pour le moins, je voulais être au Spitzberg, et je n'étais pas d'humeur à en démordre aisément. Le professeur avait le premier pris la parole et dit « En effet, voilà qui ne ressemble pas à l'Islande. »« Mais l'île de Jean Mayen, répondis-je. Pas davantage, mon garçon. Ceci n'est pas un volcan du Nord avec ses collines de granit et sa calotte de neige. Cependant, regarde, Axel, regarde. Au-dessus de notre tête, à 500 pieds au plus, s'ouvrait le cratère d'un volcan par lequel s'échappait de quart d'heure en quart d'heure, avec une très forte détonation, une haute colonne de flammes mêlée de pierres ponces, de cendres et de lave. Je sentais les convulsions de la montagne qui respirait à la façon des baleines et rejetait de temps à autre le feu et l'air par ses énormes évents. Au-dessous, et par une pente assez raide, les nappes de matières éruptives s'étendaient à une profondeur de 7 à 800 pieds, ce qui ne donnait pas au volcan une hauteur totale de 300 toises. Sa base disparaissait dans une véritable corbeille d'arbres verts, parmi lesquels je distinguais des oliviers, des figuiers et des vignes chargées de grappes vermeilles. Ce n'était point l'aspect des régions arctiques, il fallait bien en convenir. Lorsque le regard franchissait cette verdoyante enceinte, il arrivait rapidement à se perdre dans les eaux d'une mer admirable ou d'un lac qui faisait de cette terre enchantée une île large de quelques lieues à peine. Au levant se voyait un petit port précédé de quelques maisons et dans lequel des navires d'une forme particulière se balançaient aux ondulations des flots azurés. Au-delà, des groupes d'îlots sortaient de la plaine liquide et si nombreux qu'ils ressemblaient à une vaste fourmilière. Vers le couchant,
Des côtes éloignées s'arrondissaient à l'horizon. Sur les unes se profilaient des montagnes bleues d'une harmonieuse confirmation, sur les autres, plus lointaines, apparaissait un cône prodigieusement élevé, au sommet duquel s'agitait un panache de fumée. Dans le nord, une immense étendue d'eau étincelait sous les rayons solaires, laissant poindre çà et là l'extrémité d'une mâture ou la convexité d'une voile gonflée au vent. L'imprévu d'un pareil spectacle en centuplait encore les merveilleuses beautés. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Répétai-je à mi-voix. Hans fermait les yeux avec indifférence, et mon oncle regardait sans comprendre. Quelle que soit cette montagne, dit-il enfin, il y fait un peu chaud. Les explosions ne discontinuent pas, et ce ne serait vraiment pas la peine d'être sorti d'une éruption pour recevoir un morceau de roc sur la tête. Descendons, et nous saurons à quoi nous en tenir. D'ailleurs, je meurs de faim et de soif. Décidément, le professeur n'était point un esprit contemplatif. Pour mon compte, oubliant le besoin et les fatigues, je serais resté à cette place pendant de longues heures encore, mais il fallut suivre mes compagnons. Le talus du volcan offrait des pentes très raides. Nous glissions dans de véritables fondrières de cendres, évitant les ruisseaux de lave qui s'allongeaient comme des serpents de feu. Tout en descendant, je causais avec volubilité, car mon imagination était trop remplie pour ne point s'en aller en paroles. Nous sommes en Asie, m'écriai-je, sur les côtes de l'Inde, dans les îles Malaises, en pleine Océanie. Nous avons traversé la moitié du globe pour aboutir aux antipodes de l'Europe. Mais la boussole, répétait mon oncle. Oui, la boussole, disais-je d'un air embarrassé. À l'en croire, nous avons toujours marché au nord. Elle a donc menti? Oh, menti, à moins que ceci ne soit le pôle Nord. Le pôle, non, mais... Il y avait là un fait inexplicable, je ne savais qu'imaginer. Cependant nous nous rapprochions de cette verdure qui faisait plaisir à voir. La faim me tourmentait, et la soif aussi. Heureusement, après 2 heures de marche, une jolie campagne s'offrit à nos regards, entièrement couverte d'oliviers, de grenadiers et de vignes qui avaient l'air d'appartenir à tout le monde. D'ailleurs, dans notre dénuement, nous n'étions point gens à y regarder de si près. Quelle jouissance ce fut de presser ces fruits savoureux sur nos lèvres et de mordre à pleine grappe dans ces vignes vermeilles. Non loin, dans l'herbe, à l'ombre délicieuse des arbres, je découvris une source d'eau fraîche où notre figure et nos mains se plongèrent voluptueusement. Pendant que chacun s'abandonnait ainsi à toutes les douceurs du repos, un enfant apparut entre 2 touffes d'oliviers. Ah, m'écriai-je, un habitant de cette heureuse contrée. C'était une espèce de petit pauvre, très misérablement vêtu, assez souffreteux, et que notre aspect parut effrayer beaucoup. En effet, demi-nus, avec nos barbes incultes, nous avions fort mauvaise mine, et à moins que ce pays ne fût un pays de voleurs, nous étions faits de manière à effrayer ses habitants. Au moment où le gamin allait prendre la fuite, Hans courut après lui et le ramena malgré ses cris et ses coups de pied. Mon oncle commença par le rassurer de son mieux et lui dit en bon allemand « Quel est le nom de cette montagne, mon petit ami ?» L'enfant ne répondit pas. « Bon, dit mon oncle, nous ne sommes point en Allemagne. » Et il refit la même demande en anglais, l'enfant ne répondit pas davantage. J'étais très intrigué. « Est-il donc muet ?» s'écria le professeur, qui, très fier de son polyglottisme, recommença la même question en français. Même silence de l'enfant. « Alors essayons de l'italien, » reprit mon oncle. Et il dit en cette langue « Dove moi siamo » ? Oui, où sommes-nous ? Répétai-je avec impatience. L'enfant de ne point répondre. Ah ça! Parleras-tu? S'écria mon oncle que la colère commençait à gagner et qui secoua l'enfant par les oreilles. Come si noma questa isola? Stromboli, répondit le petit pâtre qui s'échappa des mains de Hans et gagna la plaine à travers les oliviers. Nous ne pensions guère à lui, le Stromboli. Quel effet produisit sur mon imagination ce nom inattendu? Nous étions en pleine Méditerranée, au milieu de l'archipel éolien de mythologique mémoire, dans l'ancienne Strongyle, où Éole tenait à la chaîne les vents et les tempêtes, et ces montagnes bleues qui s'arrondissaient au levant, c'étaient les montagnes de la Calabre, et ce volcan, dressé à l'horizon du sud, l'Etna, le farouche Etna lui-même. Stromboli. Stromboli, répétai-je. Mon oncle m'accompagnait de ses gestes et de ses paroles. Nous avions l'air de chanter un chœur. Ah, quel voyage! Quel merveilleux voyage! Entrés par un volcan, nous étions sortis par un autre,
et cette autre était située à plus de 1200 lieues du Sneffels, de cet aride pays de l'Islande jeté aux confins du monde. Les hasards de cette expédition nous avaient transportés au sein des plus harmonieuses contrées de la terre. Nous avions abandonné la région des neiges éternelles pour celle de la verdure infinie, et laissé, au-dessus de nos têtes, le brouillard grisâtre des zones glacées, pour revenir au ciel azuré de la Sicile. Après un délicieux repas composé de fruits et d'eau fraîche, nous nous remîmes en route pour gagner le port de Stromboli. Dire comment nous étions arrivés dans l'île ne nous parut pas prudent. L'esprit superstitieux des Italiens n'eût pas manqué de voir en nous des démons vomis du sein des enfers. Il fallut donc se résigner à passer pour d'humbles naufragés. C'était moins glorieux, mais plus sûr. Chemin faisant, j'entendais mon oncle murmurer. Mais la boussole qui marquait le nord, comment expliquer ce fait? Ma foi, dis-je avec un grand air de dédain, il ne faut pas l'expliquer, c'est plus facile. Par exemple, un professeur au Johannium qui ne trouverait pas la raison d'un phénomène cosmique, ce serait une honte. En parlant ainsi, mon oncle, demi-nu, sa bourse de cuir autour des reins et dressant ses lunettes sur son nez, redevint le terrible professeur de minéralogie. 1 heure après avoir quitté le bois d'Olivier, nous arrivions au port de San Vincenzo, où Hans réclamait le prix de sa 13e semaine de service, qui lui fut compté avec de chaleureuses poignées de main. En cet instant, s'il ne partagea pas notre émotion bien naturelle, il se laissa aller du moins à un mouvement d'expansion extraordinaire. Du bout de ses doigts, il pressa légèrement nos 2 mains et se mit à sourire. Chapitre 45 et dernier. Voici la conclusion d'un récit auquel refuseront d'ajouter foi les gens les plus habitués à ne s'étonner de rien. Mais je suis cuirassé d'avance contre l'incrédulité humaine. Nous fûmes reçus par les pêcheurs stromboliotes avec les égards dus à des naufragés. Ils nous donnèrent des vêtements et des vivres. Après 48 heures d'attente, le 31 août, un petit spéronard nous conduisit à Messine, où quelques jours de repos nous remirent de toutes nos fatigues. Le vendredi 4 septembre, nous nous embarquions à bord du Volturne, l'un des paquebots-postes des messageries impériales de France, et 3 jours plus tard, nous prenions terre à Marseille, n'ayant plus qu'une seule préoccupation dans l'esprit, celle de notre maudite boussole. Ce fait inexplicable ne laissait pas de me tracasser très sérieusement. Le 9 septembre au soir, nous arrivions à Hambourg. Quelle fut la stupéfaction de Marthe! Quelle fut la joie de Graüben! Je renonce à le décrire. Maintenant tu es un héros, me dit ma chère fiancée. Tu n'auras plus besoin de me quitter, Axel. Je la regardai. Elle pleurait en souriant. Je laisse à penser si le retour du professeur Lindenbrock fit sensation à Hambourg. Grâce aux indiscrétions de Marthe, la nouvelle de son départ pour le centre de la Terre s'était répandue dans le monde entier. On ne voulut pas y croire, et en le revoyant, on n'y crut pas davantage. Cependant la présence de Hans et diverses informations venues d'Islande modifièrent peu à peu l'opinion publique. Alors mon oncle devint un grand homme, et moi, le neveu d'un grand homme, ce qui est déjà quelque chose. Hambourg donna une fête en notre honneur. Une séance publique eut lieu au Johannium, où le professeur fit le récit de son expédition et n'omit que les faits relatifs à la boussole. Le jour même, il déposa aux archives de la ville le document de Saknussemm, et il exprima son vif regret de ce que les circonstances, plus fortes que sa volonté, ne lui eussent pas permis de suivre jusqu'au centre de la terre les traces du glorieux voyageur islandais. Il fut modeste dans sa gloire, et sa réputation s'en accrut. Tant d'honneur devait nécessairement lui susciter des envieux. Il en eut, et comme ses théories appuyées sur des faits certains contredisaient les systèmes de la science sur la question du feu central, il soutint par la plume et par la parole de remarquables discussions avec les savants de tout pays. Pour mon compte, je ne puis admettre sa théorie du refroidissement. En dépit de ce que j'ai vu, je crois, et je croirai toujours à la chaleur centrale. Mais j'avoue que certaines circonstances encore mal définies peuvent modifier cette loi sous l'action de phénomènes naturels. Au moment où ces questions étaient palpitantes, mon oncle éprouva un vrai chagrin. Hans, malgré ses instances, avait quitté Hambourg. L'homme auquel nous devions tout ne voulut pas nous laisser lui payer notre dette. Il fut pris de la nostalgie de l'Islande. Farval, dit-il un jour, et sur ce simple mot d'adieu, il partit pour Reykjavik, où il arriva heureusement. Nous étions singulièrement attachés à notre brave chasseur d'Eider. Son absence ne le fera jamais oublier de ceux auxquels il a sauvé la vie, et certainement je ne mourrai pas sans l'avoir revu une dernière fois.
Pour conclure, je dois ajouter que ce voyage au centre de la Terre fit une énorme sensation dans le monde. Il fut imprimé et traduit dans toutes les langues. Les journaux les plus accrédités s'en arrachèrent les principaux épisodes, qui furent commentés, discutés, attaqués, soutenus avec une égale conviction dans le camp des croyants et des incrédules. Chose rare, mon oncle jouissait de son vivant de toute la gloire qu'il avait acquise. Et il n'y eut pas jusqu'à M. Barnum qui ne lui proposât de l'exhiber à un très haut prix dans les États de l'Union. Mais un ennui, disons même un tourment, se glissait au milieu de cette gloire. Un fait demeurait inexplicable, celui de la boussole. Or pour un savant, pareil phénomène inexpliqué devient un supplice de l'intelligence. Eh bien le ciel réservait à mon oncle d'être complètement heureux. Un jour, en rangeant une collection de minéraux dans son cabinet, j'aperçus cette fameuse boussole, et je me mis à l'observer. Depuis 6 mois elle était là, dans son coin, sans se douter des tracas qu'elle causait. Tout à coup quelle fut ma stupéfaction. Je poussai un cri. Le professeur accourut. Qu'est-ce donc demanda-t-il. Cette boussole. Eh bien. Mais son aiguille indique le sud, et non le nord. Que dis-tu? Voyez? Ses pôles ont changé. Changé? Mon oncle regarda, compara, et fit trembler la maison par un bond superbe. Quelle lumière éclairait à la fois son esprit et le mien. Ainsi donc, s'écria-t-il dès qu'il retrouva la parole, après notre arrivée au cap Saknussemm, l'aiguille de cette damnée boussole marquait le sud au lieu du nord. Évidemment. Notre erreur s'explique alors. Mais quel phénomène a pu produire ce renversement des pôles? Rien de plus simple. Explique-toi, mon garçon. Pendant l'orage sur la mer Lindenbrock, cette boule de feu qui aimantait le fer du radeau avait tout simplement désorienté notre boussole. Ah! S'écria le professeur en éclatant de rire. C'était donc un tour de l'électricité. À partir de ce jour, mon oncle fut le plus heureux des savants, et moi le plus heureux des hommes, car ma jolie Irlandaise, abdiquant sa position de pupille, prit rang dans la maison de Königstrasse en la double qualité de nièce et d'épouse. Inutile d'ajouter que son oncle fut l'illustre professeur Otto Lindenbrock, membre correspondant de toutes les sociétés scientifiques, géographiques et minéralogiques des 5 parties du monde. Ainsi s'achève le livre Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, enregistré par Damien en juillet 2007 pour le site littératureaudio.com. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce livre que j'en ai eu à l'enregistrer. Je vous remercie par avance de tous les commentaires que vous voudrez bien laisser sur le site.